Salut Joe, Bonjour Stéphanie, comment tu vas? très bien. Alors on est parti dans cette démarche aujourd'hui de parler de sujets qui est important je pense pour beaucoup de gens. Et vu que je pense dans le sujet on est assez, on a un peu de connaissances et toi aussi. Je pense que ça serait bien de partager nos connaissances pour aider des gens autour. Moi je suis plutôt dans l'accompagnement du corps et toi tu es plutôt dans le psyché. Et je voulais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de nos jours. On voit beaucoup de gens qui ne savent pas évacuer leurs émotions, ils sont beaucoup dans la fuite. Et vu que toi, tu es un petit expert dans la matière, je voulais qu'on en parle un petit peu. Enfin, je voulais que tu partages ton opinion sur ça, si tu veux bien. Oui, je veux bien partager ce que je connais. De là à dire que je suis un expert, pas trop s'auto-vanter, on va dire. On coupera au montage. Tu comprends ce que je... Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Bon. Intéressant le sujet de l'émotion. Effectivement, les gens en général, toi, moi, tout le monde, on a tous de l'émotion, on ressent des choses. Et ce que j'ai compris, en fait, ce que j'ai appris dans ma vie, avec l'expérience, c'est que on mesure pas l'impact que peut avoir un ressenti ou une émotion qu'on n'exprime pas dans notre vie. On mesure pas, on voit pas jusqu'où ça nous emmène. Et dans ce que j'ai compris, en fait, l'émotion non évacuée, le ressenti non exprimé, va provoquer énormément de choses à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que notre corps va réagir, nos comportements vont changer, et on va vivre des choses dans notre vie qui vont pas forcément être agréables. Et tout ça parce qu'à un moment donné, on a vécu quelque chose et on n'a pas réussi à nous l'évacuer. Voilà. Donc moi, effectivement, je travaille beaucoup avec cette notion-là dans mes accompagnements pour aider les gens à exprimer ce qu'ils ressentent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec ton approche, c'est que toi, en fait, tu aides les gens à se reconnecter à leur corps à travers le sport, à travers le yoga ou à travers ce que tu fais avec la médecine chinoise. Tu les aides vraiment et tu les accompagnes à se reconnecter, comme tu as fait avec moi, à se reconnecter à notre corps physique. Parce qu'il y a le corps physique et il y a le corps immatériel, le corps psychique. Et c'est un équilibre avec les deux qui se joue. Et c'est cette question justement que je voulais que tu expliques un peu plus. C'est plus dans le mécanisme de comment est-ce que l'émotion qu'on ressent lorsqu'on le reçoit et lorsqu'on le vit, quelles sont les étapes qui passent dans notre corps pour arriver à... Bien évidemment, on sait tous les deux, il y a le conflit actif, etc. Et il y a le côté où on répare et on a des douleurs physiques. Ça, je pense qu'on va aller un peu, on en parlera un peu plus tard. Mais vraiment, j'aimerais que tu expliques pour que les gens comprennent lorsqu'on vit et on ressent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps et dans notre psyché au moment où ça arrive? Parce que moi, ça m'a aidé de comprendre. Et du coup, à chaque fois que je ressens une émotion forte, je l'accueille et j'essaie de réfléchir qu'est-ce que j'en fais avec. Okay. Le côté réfléchir, il arrive effectivement après. C'est-à-dire qu'une émotion, en fait, c'est toute la partie inconsciente de nous. C'est-à-dire à chaque instant, nos yeux voient tout ce qui se passe, nos oreilles entendent tous les bruits, notre odorat est hyper en activité et à chaque instant, notre corps capte l'intégralité de nos paramètres environnementaux à travers nos sens. Notre subconscient, lui, il analyse tout ça continuellement pour essayer de répondre à une question qui est toute simple, c'est est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et donc, il va regarder les couleurs, il va écouter les sons et constamment, il va se dire est-ce que tout est OK ou pas? Et dès qu'il va reconnaître une situation ou un environnement qui, dans notre mémoire, nous rappelle quelque chose que nous avons déjà vécu ou que nos ancêtres ont vécu et qui a été problématique, à ce moment-là, la partie inconsciente de nous va générer un stimuli pour nous avertir que quelque chose ne va pas. Et ce stimuli, souvent, s'appelle la peur. Donc en fait, l'émotion, le ressenti, c'est la partie inconsciente, subconsciente de nous qui analyse tout ça et qui fait « Oh là, attention, il y a un problème, j'ai détecté quelque chose, est-ce que tu peux gérer ?» Et la façon la plus rapide de le faire, c'est d'envoyer une émotion. Donc l'émotion, en fait, c'est un stimuli de la partie inconsciente de nous qui vient dire à notre conscient, à tout notre être,
il y a une difficulté, il faut la passer. Avant que tu continues, est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, nous exprimer un à un quels sont les types, quelles sont toutes les émotions? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent des choses et qui ne savent pas vraiment décrire l'émotion qu'ils ressentent. Comme la tristesse et le chagrin, c'est différent. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Les plus globales, on va dire. Il y a des ressentis, on va dire généraux, on va dire grossiers, qui sont primaires. Et ensuite, ça vient se décomposer dans des sous-catégories. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais pour donner une première lecture, pour ceux qui ont vu le dessin animé Vice Versa, par exemple, ça parle, il y a la colère qui devient tout rouge. D'ailleurs, c'est la tonalité de la colère et la couleur qui va avec. On a le chagrin ou la tristesse. C'est ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'être en manque de quelque chose et de sentir ce vide aussi parfois avec la tristesse et le chagrin. Il y a la joie qui est une émotion comme une autre. Et notre joie, si on ne l'accueille pas, elle peut nous rendre mal autant qu'une colère ou qu'une tristesse, parce que tous les ressentis sont légitimes et en fait ont la même valeur. Donc la joie n'est pas mieux que la colère. C'est juste deux états émotionnels différents. Et j'ai envie de dire, le but de la vie, c'est d'apprendre à toutes les vivre au même niveau de valeur. La joie, c'est bien, mais la colère aussi, c'est bien. Parce que par exemple, une colère, comment on peut faire pour comprendre qu'on est en colère? Souvent, quand on dit colère, les gens, ils me répondent souvent, ah oui, mais non, moi je suis pas en colère. Je suis pas en colère, j'ai envie de taper personne là. Mais la colère, c'est pas une envie de taper quelqu'un. La colère, c'est un état énergétique, c'est un état d'être où on a besoin d'affronter quelque chose, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre corps réagit en envoyant de l'énergie, en envoyant de la force pour nous aider à passer le cap. Et souvent, la colère est la réponse de notre corps à une situation face à laquelle on ne se sent pas armé pour ou qu'on n'arrive pas à passer. On tombe dans ce qu'on appelle une impuissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir, et derrière se cache la peur. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre corps, il détecte une peur, il avertit, mais on ne sait pas quoi en faire. Du coup, on est dans une peur parce qu'il y a un danger, et notre corps a détecté un danger, et du coup, comme on n'arrive pas à le gérer, ça génère une impuissance, et cette impuissance, comme on ne peut pas rester dedans parce que quelque part on est en danger, et notre corps il croit qu'on va mourir, et bien à ce moment-là, la colère arrive comme une réponse naturelle, biologique, à cet état d'impuissance et de peur. Donc si on comprend ça, en fait, on comprend que la colère, elle est ni bien ni mal. C'est simplement notre corps qui nous dit, tu n'arrives pas à passer les caps, c'est trop dur, tu ne sais pas quoi faire, et bien je te donne de la colère. Et ça va t'aider à aller plus loin. J'ai une autre question. Oui. Quelle est pour toi l'importance aujourd'hui? Et je fais vraiment une transition de ce qu'on vit au quotidien et de ce qu'on voit chez les enfants aujourd'hui. Et je l'ai vécu avec mes parents, je l'ai vu, je pense que les générations d'avant, on l'a tous vécu lorsqu'un enfant pleure. C'est bon, ne pleure pas, tout va bien, maman est là. C'est-à-dire qu'on entasse l'émotion pour dire que tout va bien. Et depuis tout petit, en fait, j'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas vivre nos émotions ou peut-être de les entasser. Et du coup, avec l'âge, et moi je prends la génération de mes parents, de mes grands-parents, on nous a jamais appris à accueillir nos émotions. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous l'impact et l'importance justement de vivre et d'exprimer notre émotion? Déjà, comment on accueille une émotion? C'est une très bonne question. Comment on accueille une émotion? La première chose, c'est de respirer. Il y a plein de façons de respirer. Il y a plein de techniques. En yoga, on va utiliser des techniques de respiration. En sophrologie, on va utiliser d'autres. Dans des soins particuliers, on en utilisera d'autres. Il y en a une qui est très simple et qui est vraiment ciblée pour évacuer l'émotion. Celle que je vais vous montrer là, elle sert vraiment à ça. Elle sert à libérer l'émotion. En fait, ça peut paraître très simple et c'est inspirer par le nez et déverrouiller le passage de l'air et souffler par la bouche. C'est exactement ce qu'on fait quand on rentre chez nous le soir.
après une grosse journée de boulot, tu te lâches dans ton canapé, tu fais ah, voilà, c'est ça. Mais majoritairement, on fait la respiration de la femme enceinte. Voilà. Ah, alors celui-là, si tu as besoin d'accoucher, ou si tu es en train de faire du sport et que tu as besoin de faire monter la pression pour avoir de la force et de l'énergie, c'est super. Sauf que ça ne libère pas ton émotion, ça fait monter la pression. Or, quand tu as de l'émotion, que tu n'es pas bien et que tu es comme une cocotte minute qui va exploser, l'idée c'est plutôt de décharger cette pression. Et décharger cette pression, il y a cette respiration toute simple. Et il faut juste penser à la faire au moment où ça ne va pas. Et tu vois, ça vient vraiment travailler le ventre, la cage, et on vient tout ouvrir. Et on vide. C'est ça. Enfin, on accueille. Voilà, on vide. Alors ça peut faire tourner la tête, donc c'est préférable de le faire assis. Et de le faire autant de fois que nécessaire pour que ça se pose. D'accord. Après avoir respiré. La première fois, beaucoup me le font. Où ils se rendent pas compte, mais ça freine. Tu vois, ça peut être juste. Ouais. Tu vois, ça, on dirait que c'est ouvert, mais c'est pas ouvert. Ouais. Et c'est le son que ça fait qui nous le dit en fait. Tu vois, quand ça fait ce son qui siffle là, ça c'est pas libéré. Il y a quelque chose qui gratte, qui bloque. Et en fait, quand on va freiner la respiration, on envoie le message inconscient, je veux rien lâcher. Je veux garder ma pression, je veux garder mon problème et surtout, je veux pas le lâcher. Et du coup, le cerveau inconscient, il lâche pas. Et il retient parce que c'est ce qu'on donne consciemment. Et du coup, au lieu de faire et de freiner, l'idée c'est vraiment d'ouvrir, de libérer complètement le passage pour qu'on ait vraiment ce son. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais c'est vraiment ça l'idée. Voilà. Du coup, excuse-moi, je t'ai interrompu. Du coup, non, du coup, première étape, respirer. Et du coup, Oui. l'émotion, on respire, donc on calme notre rythme cardiaque. Oui. Et ensuite, comment on accueille l'émotion en elle-même? Et bien déjà, on a commencé là. D'accord. C'est-à-dire que quand tu es dans un état émotionnel particulier où tu vas pas bien, soit tu continues dans ton agitation, tu bouges dans tous les sens, ou tu... Qu'est-ce que je fais? Voilà, Non, mais je voilà, sais pas. Soit tu perds pied Et ou l'idée, tu là, temporises le truc. c'est ça. Ok. Et l'idée, c'est que plutôt que de se laisser emporter dans son émotion et de surréagir, d'être dans une réaction par rapport à cette émotion. Et c'est là la première difficulté, c'est d'avoir cette présence d'esprit, de se dire, j'ai une émotion. Plutôt que de me laisser embarquer dedans. Eh bien, je vais prendre un temps de recul et je vais accueillir mon état actuellement. Mais ça peut être très difficile parce qu'à ce moment-là, notre corps a détecté que quelque chose ne va pas. Et on est, comme tu disais tout à l'heure, on nous a appris à ne pas pleurer, à ne pas faire, et à résoudre les choses. Donc à ce moment-là, on est quelque part programmé pour aller faire quelque chose et réagir aux stimuli Mais ne pas plutôt que de l'accueillir. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, on n'est pas dans notre être, on est dans la réaction, on est dans je réagis aux stimuli. Et c'est là souvent qu'on va faire des trucs qu'on va regretter en fait. Parce qu'on va se dire après, zut, j'aurais pas dû faire ça. Et parce que la première difficulté, c'est d'avoir cette présence d'esprit, de se dire, plutôt que de réagir à mon émotion, et ben, je vais me poser pour voir qu'est-ce qu'elle me dit. Et du coup, quelles sont les vraies options qui s'offrent à moi. Sauf que ça, quand on est dans l'état émotionnel, on n'y pense pas. Et pour pouvoir se donner une chance d'y penser, l'idée, c'est de pratiquer une activité ou des méthodes pour pouvoir se préparer. Le yoga aide beaucoup à ça. Le yoga aide beaucoup à ça, le sport aide beaucoup à ça. Plein de techniques qu'on a déjà parlé ensemble aident à ça, la méditation qu'on pratique dans le yoga, etc. La vie, c'est comme un entraînement. C'est quand on est dans une difficulté particulière dans notre vie, c'est comme si on était à la finale du championnat. Sauf que, est-ce que quelqu'un s'imagine arriver à une finale de championnat de basket ou de football, sachant qu'il a raté tous les entraînements depuis le début? Ouais, c'est clair. En fait, arriver dans une difficulté dans notre vie sans avoir eu aucune préparation à l'accueil de nos émotions, c'est comme arriver à une finale de football ou de basket sans avoir jamais fait un seul entraînement. Ça va être compliqué. J'ai une autre question pour toi. Disons, nous avons une femme dans la soixantaine d'années qui est du coup de l'ancienne génération et qui n'a jamais appris à accueillir ses émotions. Il y a un trop plein d'émotions, enfin trop plein d'agitation. Et arrivée à la soixantaine, elle ne sait plus quoi faire. Et
Alors, on a beaucoup aussi d'a priori, non, mais tu te fais vieille ou tu as passé l'âge de régler des choses. Est-ce qu'à l'âge de 60 ans, ou même plus, on peut encore saisir l'occasion de se dire j'aimerais changer et apprendre à dissoudre mon agitation. Pourquoi il y aurait un âge limite? Non, mais parce qu'il y a beaucoup qui se disent mais non, c'est bon, j'ai passé l'âge. Là, c'est qu'on n'a pas envie, c'est ok. C'est un choix. Ouais. Et c'est quel est le niveau de pression que je vis? Est-ce que c'est vivable ou pas? Si c'est vivable et que je suis bien et que je suis bien dans ma vie, ben écoute, tant mieux quoi. Et si tu as quelqu'un qui te dit non, mais de toute façon, c'est pas à mon âge que ça va changer, donc. Si c'est sa croyance et qu'elle a envie de rester dedans et que ça lui va bien, je suis pas là pour convaincre en fait. Par contre, si en se regardant en face, on se dit en fait j'en ai marre et que je sens pas que je peux changer, mais j'en peux plus, j'ai mal et que j'étouffe et que c'est plus possible. C'est la question, oui, ok, est-ce que je reste dans mon marasme en me plaignant ou est-ce que j'ai envie de bouger les choses? Et il y a une question de volonté, il y a une question de moyens, il y a une question de trouver la personne avec qui on est en accord pour pouvoir nous accompagner à le faire. Parce que voilà, moi je te parle de tout ça aujourd'hui, mais je ne l'ai pas appris seul, on m'a accompagné. J'ai eu des guides, j'ai eu des gens qui m'ont appris ce que je sais aujourd'hui. Et je le partage parce que ça m'a fait du bien. Moi aussi. Donc voilà, avec cette respiration, ça permet déjà, ça ne va pas régler tous les problèmes. Par contre, ça va diminuer la pression à l'intérieur et on va être mieux. Et en fait, c'est ça le but de mes accompagnements, c'est d'aider les gens à libérer le trop-plein de pression en eux et de les accompagner, d'aller chercher qu'est-ce qui bloque. Par la compréhension, par l'accompagnement verbal de OK, on va libérer et au fur et à mesure qu'on libère, on est mieux. Voilà, c'est ce que je t'ai accompagné à traverser. Tu m'accompagnes toujours. Voilà. Et ça, en fait, c'est vraiment un travail qui se passe dans le conscient, dans l'esprit, dans la compréhension consciente. Par contre, l'émotion, elle est dans le corps. Et c'est là où toi, tu apportes quelque chose qui est vraiment génial. C'est tu m'as apporté à moi dans ton accompagnement, puisqu'on a fait cet accompagnement croisé, de se reconnecter au corps et de venir chercher dans le corps les portes d'ouverture qui permettent de comprendre son corps et de venir se mettre en paix avec lui. Tu m'as appris vraiment à me remettre en paix avec mon corps, parce que voilà, on a beau savoir tout ce qu'on sait, il nous reste des choses à travailler, et moi c'est comment j'accepte mon corps comme il est en fait. Ouais. Donc, comment tu fais ça toi? Parce que c'est chouette quand même. Alors, le corps. Oh là là, le corps est une longue histoire, je dirais pas d'amour, mais comment est-ce que j'ai appris? Je pense que chez moi, ça a commencé très jeune. Ce besoin de vraiment Alors, je l'ai compris un peu plus tard que, en fait, dans cette trop-plein d'agitation, pour moi, ma manière d'évacuer, alors, c'est une manière d'évacuer qui a été inconsciente du coup. J'avais besoin de faire du sport. J'ai toujours été sportive. En fait, j'ai besoin de bouger tout le temps. Oui, ça se voit. Tu es très énergique, tu es très dynamique. J'avais toujours besoin de bouger. Le sport, on ne me forçait pas à aller au sport. J'ai toujours fait du sport. Et le sport, ça a été ta bouée de sauvetage. C'est ça, c'est là où voilà. Et en fait, j'encaissais tous les jours. Je fais partie de ces gens où il faut être forte, il faut pas pleurer, il faut faire ceci. Il faut être droite et tenir la barque. Ça, je me suis, je pense, formée aussi une carapace comme ça de survie avec le temps. D'armure même. D'armure de l'adolescence jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme ça. Mais en fait, toute cette émotion, je pense que je l'ai évacuée. Alors certes, je l'ai évacuée physiquement sur le coup, etc. Ça m'a fait du bien. Pour autant, il y a beaucoup de séquelles parce qu'il y a beaucoup de choses imprimées. Et je pense que les gens qui nous écoutent, vous savez hyper bien que si on a mal au dos, c'est qu'on porte trop de trucs. Si on a mal aux épaules, c'est pareil. Si on est constipé, qu'on a des problèmes de digestion, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas digéré. Je pense que ça fait partie aussi de la médecine chinoise que je pratique. Vraiment, maintenant, ce que moi j'essaie de faire, c'est que avec le temps, j'ai appris que notre corps, c'est notre meilleur allié en fait.
C'est notre véhicule. Voilà. Tu parlais de psyché tout à l'heure, tu parlais d'esprit, mais en fait, si les trois ne sont pas alignés et ne bossent pas ensemble, ça marche pas. Il y a une distorsion. Il y a une distorsion, voilà. Et donc, de là, moi, où j'accompagne, c'est vraiment se reconnecter à ce corps. Et en fait, lorsqu'on parle d'accompagnement du corps ou coaching sportif, les gens pensent qu'on parle tout simplement du physique et look good. Juste faire du sport, quoi. Voilà, je veux look good et c'est tout. Non. C'est pas pour briller, on parle pas de briller, là. Oui, et c'est même pas ça. C'est que beaucoup confondent ce que je fais avec du bodybuilding ou de oui, l'esthétisme, non, et d'ailleurs je ne me qualifie pas en tant que coach sportif. Plusieurs fois on me dit est-ce que tu es coach sportif? J'accompagne par le corps. Je m'adapte au niveau des gens. J'écoute l'objectif et la demande. Ah, je veux perdre un petit peu là, etc. Et en fait, au fur et à mesure des séances, on se rend compte qu'en faisant des abdos, on parle de notre vie. Oui, ça s'étale sur 3 heures de psychologie. Hein, tu en connais un rayon. Et je pense que là où j'interviens, c'est que à chaque fois que le corps parle et essaie vraiment de parler à la personne que je suis, j'essaie de leur faire comprendre et surtout de vraiment les réveiller à ce que écoutez-vous en fait, parce que le corps nous parle tellement et notre corps essaie d'exprimer des choses qu'on met de côté. Non mais c'est pas important. Donc en fait ton approche c'est d'aider les gens à écouter leur corps en fait. Écouter leur corps, se réconcilier avec leur corps aussi. C'est là où le sport, oui certes, ça nous aide à nous libérer, mais aussi dans cette quête de je veux me sentir bien, c'est je veux être dans le corps que j'ai décidé et la manière dont je veux qu'elle soit. On n'est pas obligé d'avoir un six-pack pour se sentir bien dans le corps, mais si on a quelques petits kilos en moins ou un petit complexe sur le côté qui peut nous bouffer la vie au quotidien et qu'on a des petits remarques et en fait on se dit non mais je me réconcilie avec ça, mais en fait je prends tellement soin de mon corps et je me sens tellement bien dedans que je regarde même plus. Concrètement, voilà, un peu comme moi, je suis venu te voir, je te dis ben voilà, j'ai quelques kilos en trop, qu'est-ce que tu me proposes et comment ça se passe concrètement, quoi. Ce qui se passe concrètement, c'est que de tous mes séances, donc il y a du coup le yoga, le yin yoga, je pratique le yin yoga, il y a les trainings. Donc là, on va chercher un peu plus dans le dur. Le yoga, c'est un peu plus dans le calme. Et c'est là où ce que je fais est un peu contradictoire, mais ça se rassemble aussi. C'est qu'on va aller chercher l'endurance, on va chercher cette niaque dans le sport où on va bouger le corps. Et de l'autre côté, avec le yoga, on va l'aider à se calmer. Et aussi, on va lier l'esprit et le mental avec le corps pour qu'en fait, ils se rencontrent et ils se disent on n'est pas deux ennemis, mais on est deux potes et si on travaille ensemble, on va faire de jolis trucs. Et on se rencontre, il y a une séance découverte gratuite et on parle, on discute des objectifs de la personne, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Je mets aussi les cadres en disant que... Elle n'est pas gratuite, elle est offerte déjà. Oui, elle est offerte, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je dis toujours dès la première séance, et je te l'ai dit aussi, je suis la motivation. Mais je ne ferai pas le travail pour vous. C'est pareil, hein, quel que soit l'accompagnement, voilà. tu peux avoir soif, si je te donne un verre d'eau et que tu ne le bois pas, t'es pas voilà, donc on met les cadres, on discute de l'objectif, je prépare un petit peu le terrain de ce qui va se passer, etc. Et puis après, c'est l'aventure qui commence et voilà. Moi, il y a un truc que tu m'as fait découvrir. Ouais. Que j'avais une idée de ce que c'est, mais aujourd'hui, je le vis. Un truc extraordinaire, c'est le cardio. Ah, mais ça a été ma découverte de 2025. Alors, je t'ai fait confiance. Au début, c'était hyper... Enfin, j'en ai chié. Voilà, excusez-moi l'expression, j'en ai chié. Mais c'est un truc incroyable, en fait. Ouais. Quand j'ai compris en faisant les séances avec toi que j'avais pas de cardio, en fait. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est dans mon corps d'avoir du cardio. Mais bon sang, ça change la vie, quoi. Et t'as vu, c'est pas juste perdre du gras Non. ou se dire j'ai perdu là ou quoi, c'est dans ton ressenti. Ah oui, c'est ça. Tu peux monter. C'est ça. C'est voilà. Aujourd'hui, je marche, je prends des côtes et je suis plus essoufflé. C'est un truc de fou. Mais tu en chies pendant.
Oui, oui, quand tu fais, oui, oui, quand tu fais, oui, c'est voilà. Et bien, et puis tu en chies juste un petit peu au début. Mais c'est quoi les bienfaits du cardio? Parce que moi, je sens ce que ça fait, mais concrètement. Alors, le cardio, déjà, je pratique le yoga, oula. Je pratique le cardio en haute intensité, donc le HIIT. Donc, une séance de coaching dure 1 heure. Et pendant les 1 heure, on va faire, le mieux, c'est de faire ton HIIT pendant 15 minutes. Tu as 3 séries de 4 exercices où tu les répètes intensivement et tu le fais avec le moins de repos possible. Ça veut dire qu'on va taper dans le truc. Oui. Donc ça, c'est intense. Et plus c'est intense, plus ton rythme cardiaque monte, plus on va taper dans les graisses qui se cachent un peu partout. Et plus, en fait, même après la séance de cardio, tu brûles encore des calories. Ah oui, ça, après j'ai chaud toute la, Voilà. toute la Et journée. la différence avec un cardio de low impact, comme on dit, c'est la marche. C'est le vélo ou quand tu es sur un tapis à la salle et que tu fais ta marche, après tu t'arrêtes, tu as brûlé des calories pendant. Mais quand tu t'arrêtes, ton corps s'arrête de brûler aussi. Alors que quand tu le fais intensément, ben, même dans ton canapé ce soir devant Netflix, tu brûles encore des calories. Aussi, le plus important, et je pense que c'est le plus important de tous, c'est que tu changes ton métabolisme. C'est-à-dire que toi, tu l'as bien vu. Ah oui, j'ai beaucoup moins de fatigue, j'ai plus Voilà, d'énergie. ton niveau de sport, ton niveau de cardio au début était vraiment bas. Donc du coup, ton métabolisme était bas. Tu peux manger, tu peux juste regarder une brioche et prendre 300 calories. Alors que quand ton métabolisme est assez fort et rapide, plutôt rapide, ben en fait, tu peux manger. Je la regarde et elle brûle avant que je le mange, en fait. C'est ça. Et ton métabolisme, en fait, est tellement rapide qu'elle a l'habitude de bouger. Donc, en fait, il y a un automatisme qui se fait lorsque tu manges quelque chose. Elle brûle automatiquement. Et vu que tu as l'habitude de bouger ton corps, eh ben, ça stagne pas. Ça veut pas dire qu'on peut faire des conneries et manger n'importe quoi, oui. Ce que je veux dire, c'est que tu changes complètement le mécanisme de ton corps. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et effectivement, je sens cette énergie et j'aurais jamais cru en fait que, c'était une grande surprise pour moi, une grande découverte. J'avais la théorie du cardio, mais j'avais pas la pratique. Ça, oui, parce que des fois, on génial, nous dit que cardio, c'est courir. Par exemple, j'ai beau faire ça pendant des années, je déteste courir. Ne me demandez pas de courir des kilomètres et de je sais pas quoi, j'aime pas ça. Alors moi, tout seul, j'ai essayé de faire de la marche, du footing ou de la natation, mais j'ai jamais atteint ce niveau mais vraiment de bien-être, alors qu'on fait quoi, 2 heures par semaine? Rien qu'avec ça déjà, mais ça m'a changé la vie, quoi. Ouais. Impressionnant. Et puis c'est vrai, et c'est là où moi le moment où moi je suis contente, c'est quand la personne me dit, comme toi, où je me sens bien dans mon corps. Oui, on n'a peut-être pas perdu les 10 kilos encore et il y a du boulot, mais quand tu arrives et tu me dis, je me sens bien dans mon corps, je sens plus mon poids, quoi. Et t'as plus cette frustration qui est l'émotion la plus ultime, et quand t'es pas bien, hein, voilà. Et quand tu dis, je me sens bien dans mon corps. Moi, j'ai des clientes qui me sont dit, avant, je mettais ce pantalon-là et je me regardais, je descendais le truc. Maintenant, elle dit, je mets mon pantalon et je suis bien dans mon corps, quoi. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Voilà un petit peu ce que je fais. Chouette. Merci Giovanni d'avoir passé ce petit moment avec moi, d'avoir échangé un petit peu ce qu'on fait mutuellement dans la vie. Et j'espère que ça aurait aidé, ça va aider les gens qui nous regardent. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. On laissera tous nos infos. Nos contacts, etc. Ouais, je te laisse le mot de la fin. Merci Stéphanie, merci à toi pour ces partages. On espère sincèrement que les petites informations qu'on vous a données vous aideront d'une façon ou d'une autre au quotidien. Et prenez soin de vous et peut-être à une prochaine vidéo. Voilà.